Salut à tous, c'est Amok et aujourd'hui je vais encore vous présenter 10 nouvelles anecdotes pour briller en société. En 1965, France Gall représente le Luxembourg à l'Eurovision et elle gagne le concours. Alors évidemment elle est folle de joie et elle appelle Claude François au téléphone qui est son petit copain à l'époque. Mais bon, ça se passe pas exactement comme prévu parce que Claude François va la larguer au téléphone. Et malgré ça, on va pousser France Gall sur scène pour qu'elle rechante sa chanson. C'est la coutume quand on gagne l'Eurovision. Alors évidemment elle est en larmes et tout le monde pense que c'est des larmes de bonheur, mais en fait non, pas du tout. Elle vient de se faire larguer. Donc elle chante malgré tout sa chanson. Elle retourne en coulisses, là elle croise la chanteuse Katy Kirby qui la gifle violemment. Pourquoi ? Juste parce que c'était la favorite, tout le monde pensait qu'elle allait gagner, elle y compris, et du coup elle avait besoin de passer un peu ses nerfs quoi. Sympa la soirée. Gregorio Allegri est le compositeur de Miserere, et cette musique plaisait tellement au pape de l'époque qu'il avait décrété qu'elle ne devait être jouée qu'à l'intérieur de la chapelle Sixtine, et qu'aucune partition de ce morceau ne devait circuler à l'extérieur de ce bâtiment. Et si quelqu'un s'amusait malgré tout à le faire, il risquait d'être excommunié. Et à l'époque, c'était pas rien. Et donc, pendant environ 140 ans, ce morceau n'a été joué qu'à la chapelle Sixtine uniquement. Jusqu'à ce que le père de Mozart amène son fils à la chapelle Sixtine pour écouter ce fameux morceau. À l'époque, Mozart n'a que 14 ans, mais quand il va rentrer chez lui, il va recopier l'intégralité de la partition de tête, alors qu'il l'a entendu qu'une seule fois, et que c'est une partition très complexe. Et on raconte même qu'il serait retourné une seconde fois écouter le morceau à la chapelle Sixtine, parce qu'il y avait une ou deux notes dont il n'était pas totalement sûr. Alors quand le pape a appris qu'un enfant de 14 ans avait été capable de faire ça, évidemment il l'a pas excommunié, et même mieux, il l'a nommé chevalier de l'éperon d'or. Dans le premier Terminator, Schwarzy prononce en tout et pour tout 17 phrases seulement. Et le plus incroyable, c'est que la plupart de ces répliques sont devenues des répliques cultes. La Marseillaise est notre hymne national, mais Napoléon aurait préféré que ce soit le chant du départ. Alors il y a sans doute plusieurs raisons à ça, mais une des principales raisons, c'est que Rouget de Lille, qui était le compositeur de la Marseillaise, a été l'amant d'une certaine Joséphine de Beauharnais, qui est devenue quelques années plus tard la femme de Napoléon. Au Moyen-Âge, un outil qui était très utilisé par les médecins, c'était l'urinal en verre. Les médecins mettaient l'urinal à la lumière pour voir la couleur de l'urine, si elle était trouble ou pas, et ensuite ils la goûtaient. Et l'urinal, c'était un outil tellement important pour les médecins que la plupart d'entre eux en avaient un sur leur blason. En 1962, les États-Unis, et plus précisément Kennedy, signent un embargo contre Cuba. Autrement dit, il est interdit d'acheter des choses à Cuba pour ensuite les ramener aux États-Unis. Et Pierre Salinger, qui travaillait avec Kennedy à l'époque, raconte que Kennedy l'avait chargé d'aller acheter 1200 cigares à Cuba avant que l'embargo se mette en place. Quand Salinger revient de son voyage à Cuba, il retourne à la Maison Blanche et Kennedy le fait immédiatement convoquer dans son bureau. Il demande à Salinger s'il a réussi à avoir les cigares, Salinger lui répond que oui, et immédiatement Kennedy sort une feuille qu'il signe. C'est l'embargo contre Cuba. À quelques heures près, ça aurait été illégal qu'il achète ses cigares, mais là non, c'est bon. En novembre 1940, il y a eu une cérémonie dans la forêt domaniale de Tronchet. On a cloué une plaque sur le tronc d'un chêne à la gloire du maréchal Pétain. Sur la plaque, il y avait simplement écrit « Chêne maréchal Pétain ». Mais dans la nuit du 13 février 1944, il y a 3 bûcherons qui sont allés enlever cette plaque et qui l'ont remplacée par une plaque « Chêne Gabriel Péry ». Gabriel Péry, c'était un député français qui était communiste et qui a été fusillé en 1941 juste parce qu'il était fidèle à ses convictions. Donc changer cette plaque, c'était un acte de résistance en quelque sorte, juste pour faire chier le monde quoi. Je suis sûr que certains d'entre vous, durant leur journée de travail, se disent qu'ils ont vraiment un boulot de merde. Alors je vais essayer de vous aider à relativiser. Sachez que dans sa vie, un urologue fera à peu près 700 000 touchés rectaux. Et là, normalement, votre travail vous paraît tout de suite plus sympa. La disparition est le nom d'un roman de 300 pages qui a la particularité d'avoir été écrit sans la lettre E. Dans le même genre, le roman Le train de nulle part, et qui lui fait 233 pages, a été écrit sans aucun verbe. Pour vous donner une idée de la difficulté de cet exercice, sachez que juste pour vous raconter cette anecdote, j'ai utilisé 11 E et 13 verbes. Au début du 19e siècle, le vice-roi d'Égypte offre une girafe à Charles X, le roi de France. Alors c'est très sympa, sauf qu'il y a un problème qui se pose tout de suite. Comment faire voyager une girafe jusqu'à Paris ? Le plus simple, ça a resté de la faire marcher, donc c'est ce qui s'est passé. Cette fameuse girafe a remonté le Rhône pour aller jusqu'à la capitale et elle était accompagnée dans son périple de 3 vaches dont elle buvait le lait. Alors je vous laisse imaginer la tête des badauds qui voyaient une girafe se promener le long du Rhône parce que c'était la première fois qu'on ramenait une girafe en France. Ils avaient vu ça que dans les livres. Après sa mort, elle a été naturalisée et aujourd'hui on peut encore la voir au Muséum d'histoire naturelle de La Rochelle.